Bonjour à toutes et tous. Euh, je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire en présence de Madame la Ministre Elisabeth Moreno, du Président Lescure, député des Français de l'étranger pour l'Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques, et d'Éléonore Carrois, conseillère élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Merci à tous. Donc, la thématique de ce webinaire que je souhaite présenter est une thématique qui nous tient tous particulièrement à cœur et qui est celle de l'engagement des femmes en politique, qui est un sujet essentiel en termes de représentativité de la société et des femmes au sein des instances de pouvoir. Et sur lequel vous savez qu'il y a eu énormément d'efforts et énormément de progrès grâce à ce quinquennat. Et la question aujourd'hui dont on aimerait débattre tous ensemble est celle de l'état, on va dire, des lieux en 2022 et des progrès à faire, et peut-être également la question des freins encore structurels qui puissent exister à l'engagement des femmes en politique. Pour en parler, en premier lieu, je souhaite passer la parole donc à Roland Lescure et le remercier beaucoup de son temps, que je sais très précieux en cette période de campagne. Merci Marie-Ange. Merci d'abord à toi pour tout ce que tu fais pour porter la parole de la majorité présidentielle en Suisse. Merci à tous et à toutes d'être présents. Et je ne vais pas être très long parce qu'évidemment, vous êtes tous là comme moi pour écouter Elisabeth Moreno. J'ai l'habitude de dire quand même que sur l'engagement des femmes en politique, on a fait un pas de géant, que sur l'égalité femmes-hommes, on a fait un pas de géant en 2017, mais que depuis, la société en a fait deux. Et donc, il va falloir qu'on continue. Il ne faut surtout pas se reposer sur les lauriers. Et pour ça, moi, je suis vraiment extrêmement heureux qu'Elisabeth Moreno ait accepté de participer à ce webinaire ce soir pour vous donner ses perspectives. Elisabeth, d'abord, je ne sais pas si je le dirai ailleurs, mais c'est une Française de l'étranger. Elle a vécu à l'étranger pendant des années. Elle a réussi à l'étranger. Elle a brillé à l'étranger. Elle vous racontera peut-être dans quelles circonstances elle a eu un coup de fil un peu révolutionnaire il y a maintenant quelques mois, presque 3 ans, 2 ans, je pense. Mais jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à ce qu'elle soit rejoigne le gouvernement, elle dirigeait les activités d'une très grande entreprise de technologie pour toute l'Afrique. Et vraiment, c'est du coup quelqu'un qui, comme vous, connaît les problématiques des Françaises et des Français à l'étranger. Elisabeth aussi a un parcours personnel absolument exceptionnel. Elle est issue de l'immigration, elle est arrivée petite en France. Elle a bénéficié certes du pacte républicain, mais elle a su surtout l'utiliser à même. Et elle a ensuite dû, je pense qu'elle nous le dira aussi, s'imposer dans un environnement extrêmement masculin pour acquérir un leadership absolument exceptionnel, d'abord dans l'entreprise et depuis qu'elle est au gouvernement en politique. Moi, je me sens évidemment très proche d'Elisabeth parce qu'elle est arrivée en politique en provenance de la société civile il y a 2 ans. Ça a été mon cas il y a 5 ans. J'ai dû découvrir, comme elle, des us, des habitudes, des mauvaises habitudes parfois contre lesquelles il faut lutter. Sauf que moi, j'ai eu la chance, je dirais, de faire mes armes comme député, d'avoir été accompagné par une équipe fantastique et puis d'avoir eu un peu le temps d'apprendre. Elle a tout de suite été jetée dans le grand bain comme ministre. Tout de suite, elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe et elle a fait ça merveilleusement. Elisabeth, je me souviens, comme si c'était hier, de ta première question au gouvernement, qui est souvent le baptême du feu, à laquelle tu avais répondu de manière à la fois magistrale, mais aussi nouvelle, différente, parce que c'est ça qu'on apporte, je pense, quand on vient de la société civile, c'est un ton un peu différent. Donc voilà, je ne vais vraiment pas être plus long. Je suis actuellement à Dijon en campagne pour la majorité présidentielle. J'ai passé la journée avec des entreprises, avec des membres de la majorité présidentielle, avec des militants. Je les rejoins pour le dîner, mais je ne voulais pas manquer cette introduction pour vous donner la chance, l'occasion, le bonheur d'échanger avec Elisabeth Moreno, qui est pour moi une des plus belles découvertes de ce quinquennat. Madame la ministre, chère Elisabeth, c'est à toi. Merci infiniment. Avec des mots comme cela, Roland, ouf, alors là, c'est une joie.
Sachez que c'est une joie sincère, évidemment, de répondre à cette invitation de Roland et de Marie-Ange et d'Éléonore. C'est une joie parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui m'intéresse au plus haut point, parce que peut-être que je peux vous donner ou vous partager mon expérience personnelle, mais aussi mon expérience en tant que ministre, peut-être vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter 30 années d'expérience dans le monde de l'entreprise pour entrer en politique, et puis surtout parce que moi je suis intimement convaincue, et ça n'est pas parce que je suis ministre en charge de l'égalité femmes-hommes que je vous dis ça, je suis intimement convaincue qu'une société qui va bien est une société harmonieuse, une société harmonieuse est une société équilibrée, et je crois que compte tenu des nombreux défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté, nous avons plus que jamais besoin d'entendre la voix des femmes. Donc sachez que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir être là. C'est un vrai plaisir pour moi de vous entendre me poser les questions, parce que c'est surtout de vous dont il s'agit, et je ferai en sorte de répondre de manière la plus sincère à toutes les questions que vous pourriez me poser, parce qu'en plus c'est un moment extrêmement important. On est à la veille d'élections présidentielles et législatives, et peut-être que ce que je vais faire, c'est avoir un propos introductif court pour nous permettre d'abord d'avoir des discussions très très riches, et puis je vous salue des 4 coins du monde où vous vous trouvez ce soir. Alors bon après-midi, bonsoir ou bonne matinée à toutes et à tous. Alors Roland vous l'a dit tout à l'heure, quand j'ai reçu ce coup de fil de Jean Castex il y a 2 ans lors du dernier remaniement pour rejoindre le gouvernement, je suis tombée de ma chaise, mais littéralement, parce que je n'avais jamais approché la politique de près ou de loin. J'ai toujours été extrêmement engagée, parce que les gens connaissent relativement bien mon parcours professionnel, et j'ai passé toute ma vie dans un monde extrêmement masculin. D'abord, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 20 ans dans le monde du bâtiment, dans l'isolation thermique. Je l'ai dirigée pendant une dizaine d'années, et puis ensuite je suis rentrée dans le monde des technologies et je l'ai pas quitté pendant une vingtaine d'années. Et donc, lorsque je reçois ce coup de fil de Matignon pour me proposer de rentrer dans ce gouvernement, j'ai été extrêmement surprise, et puis lorsqu'ils m'ont parlé des thématiques qu'ils voulaient me confier, j'ai compris pourquoi ils me le proposaient, parce que ce ministère finalement c'est toute ma vie. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est ce pourquoi je me suis toujours battue dans des secteurs professionnels extrêmement masculins. Ensuite, la diversité, ma foi, c'est ce que je suis, et puis l'égalité des chances, ça a été mon parcours de vie. Donc je pense qu'on va en parler longuement ce soir, et puis juste pour que vous sachiez, parce que je vois quelqu'un qui dit bonsoir de Johannesburg, juste avant de rentrer au gouvernement, je vivais avec ma famille en Afrique du Sud, à Johannesburg, où je dirigeais un grand groupe américain pour le continent africain et pour les territoires ultramarins. Les problématiques qui concernent les Français établis à l'étranger, je les connais par cœur. D'abord parce que j'ai été plusieurs fois expatriée. Une fois, la première fois, c'était au Maroc, donc je salue nos amis qui nous rejoignent du Maroc. Et la deuxième fois, donc c'était en Afrique du Sud, et j'ai beaucoup travaillé avec des boîtes internationales, donc j'ai souvent eu l'impression d'être expatriée, et donc je connais bien les problématiques qui touchent au domaine de la vie quotidienne des personnes qui s'expatrient. J'ai réalisé combien ça n'était pas qu'une aventure professionnelle, c'est aussi une aventure personnelle, parce que quand vous embarquez votre conjoint et vos enfants dans une aventure comme celle-là, vous avez envie que ça fonctionne. Et puis après, il y a les sujets de la vie quotidienne, que ce soit l'éducation des enfants, la fiscalité, en passant par la sécurité ou les enjeux sanitaires auxquels tout le monde a été confronté ces 2 dernières années, mais les personnes expatriées encore plus, parce que certains d'entre vous n'avaient pas pu voyager, le lockdown était absolument terrible, et je sais combien il peut y avoir de joie dans l'expatriation, mais combien aussi ça peut être compliqué, et combien, moi, au début, j'ai eu peur,
ou honte de parler des difficultés que je rencontrais en tant qu'expatriée, parce que tout le monde se fait un monde extraordinaire de ce que c'est que l'expatriation. Alors du coup, quand ça se passe pas super bien, ce qui arrive souvent au début, quand vous avez besoin de vous intégrer, eh ben vous n'osez pas dire les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Donc ça aussi, si vous le souhaitez, on pourra en discuter. Et puis il y a des choses dont on peut être fier en tant que Français dans nos expatriations. Eh ben, c'est de découvrir par exemple le réseau des écoles françaises à l'étranger. Moi, je sais que dans beaucoup des pays où je suis allée, les étrangers, soit les étrangers qui venaient d'autres pays, mais aussi les nationaux, étaient heureux d'inscrire leurs enfants dans les écoles étrangères. Et pour moi, ça, c'est un atout tout à fait inestimable. Et je crois que c'est vraiment le creuset historique de notre soft power, et c'est un instrument qui est tout à fait indispensable à notre rayonnement international. Et je trouve que non seulement on peut en être fier de ce réseau d'enseignement à l'étranger qui est animé la plupart du temps par des acteurs publics, privés et des associations qui travaillent de concert, mais je pense qu'on devrait le mettre beaucoup plus en avant. Et je sais que le réseau diplomatique et consulaire le fait, mais je crois que vous aussi, qui êtes Français de l'étranger et qui faites la fierté aussi de la France, eh bien vous devriez vous en saisir. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre pays est doté du 3e réseau diplomatique mondial derrière la Chine et les États-Unis. Et ma foi, eh ben, on peut faire un peu de cocorico sur ce sujet, parce que c'est un vrai service public pour les Français de l'étranger. C'est un service public international que beaucoup de pays nous envient. Et dans un monde qui est en constante mutation et dans ces périodes un peu tourmentées que nous traversons, eh bien, ce réseau consulaire est d'une très grande importance pour vous qui êtes expatriés et qui êtes parfois loin de tout. Et je voudrais aussi vous parler des services de l'État dans nos postes diplomatiques qui sont quotidiennement à vos côtés pour surmonter cette période tourmentée qui n'épargne personne et aucun pays dans le monde. Le nombre des Français de l'étranger a doublé en 20 ans pour atteindre aujourd'hui près de 2,5 millions de personnes. Et parmi eux, eh bien 42% sont binationaux. Donc c'est vous dire combien c'est important. Et j'ai envie de vous dire, parce que c'est très important pour moi de vous le dire, qu'on peut dire loin de l'Hexagone, mais tout près du cœur, parce que je sais que parfois les fuseaux horaires nous séparent, et pour autant vous êtes des citoyens à part entière, et vous, enfin voilà, vous portez le pavillon tricolore où que vous vous trouviez, et vous continuez finalement vous contribuez, pardon, au rayonnement de la France, de notre culture, de notre économie et de notre langue sur toute la planète. Et pour ça, on devrait vous en remercier tous les jours très chaleureusement. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut vraiment vous conférer une place à la fois entière, mais aussi spécifique dans notre République. Et c'est ce à quoi s'emploient évidemment au quotidien Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, mais aussi tous vos élus de l'étranger, qu'il s'agisse de nos parlementaires ou de nos conseillers consulaires. Et avant de répondre à vos questions, je voudrais vous dire quelques mots sur ce qui est au cœur de mon ministère, c'est le sujet de l'égalité. Il est au cœur de nos valeurs républicaines, mais il est aussi au cœur de mon ministère. Vous le savez toutes et tous, l'égalité n'est pas innée pour les femmes, c'est véritablement un acquis. Et malgré tous les progrès que nous avons pu constater ces dernières décennies, grâce notamment à des personnalités illustres comme Simone Veil, comme Gisèle Halimi ou Simone de Beauvoir, eh bien, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est malheureusement pas encore achevé. Et les inégalités auxquelles sont confrontées les jeunes filles et les femmes tout au long de leur vie, mais également les violences sexistes et sexuelles que de nombreux hashtags ont sorti de l'ombre ces dernières années, nous révèlent encore l'ampleur du chemin qu'il nous reste à parcourir. Et ces inégalités et ces violences se manifestent dans tous les interstices de notre société et ils ne connaissent pas de frontières géographiques, sociales ou culturelles. Et c'est pour ça que le 25 novembre 2017, le président de la République a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes comme la grande cause de son quinquennat, et il en a fait, il a décidé que le premier pilier de ce combat serait les violences, et 2 ans plus tard, eh bien, à l'issue du Grenelle des violences conjugales, eh bien, nous avons mené un véritable combat culturel pour éradiquer ce fléau. Et ces violences,
il faut le savoir, parce que tous les 2-3 jours dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et littéralement, ces violences brisent des vies et elles sapent les perspectives d'une vie heureuse. Elles touchent les victimes, elles touchent aussi les enfants. Et c'est pour ça qu'il était temps que la République s'en saisisse. Et le Grenelle a pu lever le rideau sur ce sujet qui pendant longtemps est resté tabou, et on a 54 mesures qui ont été issues du Grenelle des violences. On a voté 4 lois en 4 ans pour protéger les victimes et leurs enfants, et quand je dis victimes, je parle évidemment des femmes parce que plus de 80% des victimes sont des femmes, mais nous savons que certains hommes sont aussi victimes, et les enfants sont systématiquement victimes. Et en plus de la lutte contre ce fléau, eh bien l'égalité entre les femmes et les hommes a irrigué de nombreuses politiques publiques que nous avons déployées. Je pense là à l'index de l'égalité professionnelle qui impose, vous le savez, l'obligation de transparence et d'action aux entreprises pour enrayer les inégalités salariales. Je pense aussi à la loi pour l'égalité économique et professionnelle qui a été votée en fin d'année dernière et qui touche non seulement les instances de direction des entreprises, les COMEX et les CODIR, mais qui s'adresse aussi aux femmes qui sont en situation de précarité parce qu'elles ne touchent pas leur pension alimentaire. On a pu, grâce au paiement direct des pensions alimentaires par les caisses d'allocation familiale, aider ces femmes. On a aussi étendu le congé paternité de 14 à 28 jours. Et puis, un sujet, et on en parlera sûrement tout à l'heure quand on adressera la question de la nécessité des femmes en politique. Il a fallu attendre 2017 qu'un président de la République décide que l'égalité femmes-hommes serait le grand sujet pour qu'on s'attaque aux questions de précarité menstruelle ou questions de recherche contre l'endométriose qui touche une femme sur 10, mais jusqu'ici, la question n'avait pas été adressée. Alors oui, je crois véritablement que ce quinquennat est le quinquennat de l'égalité, et je crois que le temps des femmes est venu et que le temps des femmes en politique est plus que jamais venu, parce que s'il y avait eu plus de femmes en politique, je pense que certains sujets concernant les femmes seraient sortis de l'ombre depuis bien longtemps. Et Simone Veil le disait merveilleusement bien, les femmes doivent avoir voix au chapitre parce que toutes les décisions politiques qui sont prises concernent 52% de notre population, et il est temps que ces 52% de la population soit parfaitement représentée. Alors, Roland le disait tout à l'heure, quand même, on a fait un bond extraordinaire ces dernières années grâce à la volonté du président de la République. On n'a jamais eu autant de femmes à l'Assemblée nationale, on n'a jamais eu autant de femmes nommées pour la première fois à des postes éminents. C'est la première fois que nous avons une femme qui dirige le Louvre. Pourquoi, bon sang de bonsoir, n'avions-nous pas eu de femmes qui dirigent le Louvre? Je veux bien qu'on m'explique que certains métiers dits masculins ferment leurs portes aux femmes, mais alors celui-ci, je ne comprends pas. Et je pense que le fait que la REM ait placé en grande cause du quinquennat l'égalité, eh bien, nous a permis d'accomplir des bonds tout à fait colossaux. Le mouvement a scrupuleusement veillé à ce que le visage de nos élus soit féminisé. Emmanuel Macron avait imposé que nous ayons 50% de femmes investies aux législatives. Ça a fonctionné, et je me fiche du fait que certains hommes disent que les femmes ont été mises là parce qu'elles sont des femmes. On est toutes élues pour une raison ou une autre. Eh bien, si nous sommes élus pour être des femmes et que nous montrons que nous sommes compétentes et capables, nous ouvrirons la voie à d'autres femmes qui n'osent pas se lancer dans cette aventure. Et bien sûr, nous ne sommes pas encore à la parité parfaite, mais je crois que les résultats chiffrés que nous avons obtenus sont tout à fait historiques pour notre pays. Le Conseil national, comme celui des JAM, par exemple, du bureau exécutif et du porte-parole sont également parfaitement paritaires, et la République en marche a créé toute politique, peut-être que certains d'entre vous connaissez, pour accompagner justement celles qui souhaitent s'engager et pour faire émerger dans tous nos territoires des talents féminins. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, parce que là aussi j'ai un message à ceux qui me disent « Mais enfin, Madame la Ministre, on en veut des femmes, mais on les trouve pas. » Eh ben moi, je veux bien les aider à en trouver. Et en bref, pour faire de notre mouvement
mouvement, un catalyseur d'une société plus inclusive et plus représentative, eh bien, il faut que nous ayons toujours plus de femmes. Et je pense que la République en marche, plutôt que tous ces mots dont on a entendu tous les partis précédents parler, que ce soit les républicains, que ce soit les socialistes, que ce soit, je ne vais nommer que ces deux-là parce que les autres de toute façon, bref, eh bien, je pense que nous, on n'a pas fait que parler, on a agi. On a véritablement agi et je pense que le gouvernement n'est pas en reste, hein, parce que là aussi, souvent, les journalistes me disent, mais et les femmes dans le gouvernement? Eh bien là, on a 22 femmes et 20 hommes. 22 femmes et 20 hommes. Donc, on peut dire que l'exécutif est plus que paritaire. Et contrairement à ce qu'un journaliste m'a un jour affirmé sur une radio, dont je tairai le nom pour ne pas lui faire honte, eh bien, elles y occupent des places de premier plan. Je pense par exemple à Barbara Pompili, à Florence Parly, Elisabeth Borne, Roselyne Bachelot, Emmanuel Vargon, Olivia Grégoire, Marlène Schiappa et j'en passe et des meilleurs. Alors voilà, je vais finir par un proverbe portugais qui dit que la France est le cœur du monde. En vivant à l'étranger, vous avez emporté avec vous une partie de l'âme française et en tant qu'ambassadeur et ambassadrice, eh bien, vous la faites vibrer de part et d'autre de l'hémisphère et je tiens donc encore une fois à vous remercier chaleureusement pour la merveilleuse représentation que vous donnez de la France à l'extérieur. Voilà, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Muito obrigada, Madame la Ministre. Nous sommes Nous sommes vraiment ravis de vous avoir, de compter sur vous, d'avoir cette énergie et cette fougue avec laquelle vous défendez la place des femmes en politique. Moi, je suis une jeune élue à l'Assemblée des Français de l'étranger, comme vous, binationale, et j'ai été motivée justement par des discours comme le vôtre qui nous disent que c'est possible et qu'il suffit d'y aller, que finalement il suffit de frapper à la porte et qu'on sera accueilli. Et je pense que vous avez raison de dire que notre mouvement est fort parce que cela prend des lois de parité. Cela prend certes des lois de parité, une réforme constitutionnelle qui a eu lieu en 99, un certain nombre de lois pour obliger les partis politiques à présenter des femmes, mais ça prend aussi de la volonté réelle de présenter des femmes dans des postes qui sont gagnables, une volonté réelle d'inciter les femmes à s'investir au sein des mouvements, à être référentes, à faire cet apprentissage politique finalement pour les femmes comme nous qui venons de la société civile comme vous. Ce sont autant de choses qui sont fondamentales. Donc merci infiniment pour votre exemple, pour votre discours. Nous avons un certain nombre de participantes qui sont elles-mêmes élues aux quatre coins du monde et qui ont souhaité se joindre à nous, se joindre à Marie-Ange et à moi pour vous apporter leur témoignage. Parce qu'aujourd'hui, si on parle encore du droit des femmes et de l'engagement des femmes en politique, c'est qu'il ne faut pas non plus se mentir, il y a quand même un problème. Il y a quand même des choses à régler, il y a quand même, on parlait du gouvernement et ça, je trouve que c'est une super statistique, un super chiffre avec lequel on peut repartir pleine d'espoir. Mais lorsqu'on voit par exemple qu'on n'est que 38% à l'Assemblée nationale, en dépit d'avoir présenté 50% à la République en marche, lorsqu'on voit qu'au Sénat, il n'y a qu'un tiers de femmes, lorsqu'on voit que seulement 20% des maires françaises sont des femmes, et ce nombre de statistiques qui restent finalement qui reste là et qu'on a besoin d'effacer, on a besoin de pousser pour que les choses changent. La question qu'on se posait et qui est en fait à l'origine de ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on passe de politique de quotas, il y a quelques années, dire quota, discrimination positive, c'était des gros mots presque. Mais comment est-ce qu'on passe de ça, comment est-ce qu'on passe de ce qu'on est en train de faire et de ce que moi j'appuie à titre personnel complètement à une égalité effective, à une égalité qualitative. Vous parliez, quand vous citiez ces ministres qui sont à des postes clés et vous-même, bon là il y a une égalité qualitative, mais on parle vraiment du haut de l'exécutif. Comment est-ce que ça ruisselle? Comment est-ce qu'on y arrive également? C'était toutes les questions qu'on se posait et on n'a pas de réponse, évidemment, pas de réponse dogmatique. Est-ce que c'est les femmes, comme on nous le reproche souvent, qui ne saisissent pas les opportunités qu'on leur donne? Est-ce qu'il y a une éducation à faire pour que les femmes aient davantage accès à ces postes-là? Est-ce qu'il faut pointer du doigt les partis pour que réellement on mette des femmes là où elles peuvent gagner, là où elles peuvent apporter quelque chose? C'est un peu disons le cadre dans lequel on avait envie de situer ce débat. Mais clairement, pour nous aujourd'hui, vous remercier de cet enthousiasme parce que je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est ce moteur que vous nous apportez et c'est surtout aussi des exemples comme le vôtre. Donc, je peux vous redonner tout de suite la parole si vous voulez ajouter quelque chose. Et sinon, je vois qu'il y a certaines élus qui sont déjà là, qui ont des questions et des témoignages
à apporter. Mais je ne sais pas si déjà à ce stade, Madame la Ministre, vous voulez peut-être apporter des éléments de réponse ou de réflexion. Avec plaisir, Éléonore. Je pense que il y a une combinaison de plusieurs des facteurs que vous avez évoqués. D'abord, il y a un aspect culturel, qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. Le monde politique est un monde de pouvoir, c'est un monde fait par des hommes, pour des hommes. Et les règles de ce monde sont parfois difficiles à intégrer par les femmes. Et pourtant, on a eu des femmes extraordinaires, hein, des femmes politiques extraordinaires. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Je pense à Simone Veil et Gisèle Halimi, parmi pléthore d'autres. Mais elles doivent se battre 2 fois plus que les hommes pour réussir dans cet environnement. Moi, je le vois, c'est extraordinaire de voir combien les femmes en politique sont plus malmenées que les hommes, combien on va leur faire des procès en incompétence plus souvent qu'on ne le fera aux hommes. Donc, culturellement, on part du principe, et je l'ai vu aussi dans le monde de l'entreprise, on part du principe que le pouvoir est quelque chose qui est le pouvoir, c'est quelque chose de masculin et c'est quelque chose qui doit être porté par des hommes. Et un candidat à la présidentielle a dit encore très récemment que les femmes avaient une intelligence inférieure, qu'elles étaient là pour servir la supériorité des hommes puissants, qu'elles étaient des gibiers. Quand on a ce genre de discours en 2021, comment voulez-vous que des jeunes femmes, même si elles en ont ardemment envie, aient le courage de se lancer? Donc, il y a cet aspect culturel sur lequel il faut travailler. Première chose. Deuxième chose, je pense que ça demande tellement d'énergie à une femme de réussir dans le monde politique qu'elle oublie sa responsabilité d'être rôle modèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de Renaud qui disait que Margaret Thatcher était une femme en politique, mais c'était un homme en vérité, qu'elle se comportait comme un homme. Moi, je pense qu'on aura gagné en politique quand on aura des femmes qui se comportent comme les femmes et qui portent des sujets de femmes. Il n'y a pas de honte à parler de précarité menstruelle parce que sans les règles, les hommes n'existeraient pas et les femmes n'existeraient pas. Mais ces sujets-là, si vous n'osez pas les mettre sur la table, eh bien, on ne peut pas en parler avec sérénité. Et puis, vous avez également évoqué cette question. Je pense aussi que il y a des femmes qui n'ont pas envie. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de se prendre des insultes, d'être secouées, d'être injuriées sur les réseaux sociaux, d'être malmenées à l'Assemblée nationale. Elles ont simplement pas envie. Eh bien, celles-là, il faut leur permettre de ne pas avoir envie. Mais celles qui ont envie, il faut les aider. Il faut faire des quotas. Et les femmes qui rentrent en politique, croyez-moi, hein, elles n'y rentrent pas parce qu'elles sont des quotas. Elles ont intérêt à être excellentes parce que la bataille est tellement ardue que, en tout cas, quand elles sont mauvaises, elles sont pas plus mauvaises que les hommes. Sur ce champ-là, on est totalement égalitaire. Quand on est mauvais, on est mauvais. Quand on est bon, on est bon. Et il ne faut pas rougir d'avoir accès aux quotas pour briser les plafonds de verre. Parce que je peux vous dire une chose. Moi, quand je suis rentrée dans le monde du travail il y a 30 ans, je n'aurais jamais accepté d'être recrutée parce que je suis une femme ou parce que je suis noire ou j'en passe et des meilleurs. Je voulais être recrutée pour mon talent, pour mes compétences, pour mes capacités. 30 ans après, je vois que les chiffres sont encore les mêmes. C'est une catastrophe. Donc, si on veut accélérer ce processus, il faut voter des lois, il faut mettre en place des quotas. Je le dis souvent, la politique, c'est rendre possible ce qui est souhaitable. Eh bien, ces inégalités, ces injustices, ces discriminations que subissent les femmes, nous ne pourrons les traiter qu'à coup de lois, mais les lois ne seront pas suffisantes. Il faut des rôles modèles, il faut donner confiance aux femmes, il faut les former, il faut les accompagner, il faut leur dire qu'elles sont capables et compétentes, et comme ça, on y arrivera. Mais c'est pas un travail on part de tellement loin que d'abord, c'est toute la société qui doit s'en saisir, les parents, les professeurs, la société, la télévision, les médias, tout ça, c'est les politiques. Tout le monde doit s'en saisir parce que ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes. On va aussi leur enlever des épaules cette masculinité toxique
qui leur fait croire qu'ils doivent être des Tarzans en permanence. Mais c'est ridicule. Tout le monde finit par en souffrir. Ce qui est bon pour les femmes est bon pour les enfants, est bon pour les hommes, et au final, c'est bon pour toute une société. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Justement, je vous propose d'écouter une jeune élue aussi. C'était notre Benjamine lors des élections consulaires. Elle s'est engagée récemment. Elle aussi est issue de la société civile. Je pense qu'elle aussi a entendu peut-être votre discours. Je passe tout de suite la parole à Béatrice qui nous écoute depuis les États-Unis. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole et de m'avoir invitée. Donc effectivement, pour me présenter rapidement, je m'appelle Béatrice Lédier, je suis à Washington depuis 7 ans et je suis arrivée comme étudiante et je suis restée ici comme j'ai la recherche en économie du développement, donc j'ai beaucoup de projets en Afrique de l'Est pour le coup. Et donc effectivement, moi quand je me suis investie, en fait j'ai commencé un peu de façon citoyenne à m'investir dans les comités En Marche de façon spontanée en 2017 quand ça commençait à essaimer un petit peu partout. C'était mon premier engagement politique parce que je me retrouvais pas trop dans les partis avant. J'étais très intéressée par la politique, mais je me retrouvais pas trop dans la logique partisane. Et de fil en aiguille, être dans le comité, puis être petit à petit, je suis devenue coordinatrice du comité et puis je me suis présentée aux élections consulaires et j'ai été élue l'an dernier. Mais c'est vrai que ça a été un peu un concours de circonstances et il y a eu beaucoup de gens qui ont dû me motiver pour être candidate parce qu'une chose, après, c'était un peu une question de mon âge, mais aussi, enfin, du fait d'être une femme, mais aussi de mon âge. Je pense que j'avais beaucoup l'impression que finalement, j'étais peut-être pas autant légitime pour être conseillère que quelqu'un qui avait été à l'étranger depuis plus longtemps que moi ou quelqu'un qui avait des enfants, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de questions éducation pour les Français à l'étranger ou des choses comme ça. Donc, j'avais beaucoup de sentiments de pas forcément être la plus représentative des Français à l'étranger. Et puis finalement, j'ai regardé les chiffres et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peut-être 50% des Français à l'étranger qui ont, en tout cas dans ma circonscription, qui avaient moins de 50 ans, alors que 100% de mes conseillers avaient plus de 60 ans. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est eux qui sont pas très représentatifs finalement et qu'on a aussi un peu en fait cette impression qu'on n'est pas représentatif, qu'on n'est pas légitime parce que la classe politique ne l'est pas en fait, et qu'on a ces voix-là qui sont oubliées. Donc c'est quelque chose que petit à petit j'apprends à accepter et finalement à devenir en fait légitime en faisant les choses plutôt qu'en me reposant sur mon identité. Et c'est plutôt le fait d'être élu qui me motive aujourd'hui. J'avais peut-être une question pour vous. Qui est peut-être un peu anecdotique, mais parfois, donc ça m'arrive souvent de recevoir des commentaires ou des réflexions de collègues que j'interprète, ou de collègues ou des emails, etc., que j'interprète souvent comme étant liés à mon âge ou à mon sexe. Et je me dis, mais peut-être qu'en fait, c'est juste que les gens sont méchants ou bêtes et que c'est pas lié à ça. Et donc, je me demande, comment est-ce qu'on peut aussi finalement, en fait, distinguer ce qui est vraiment de la misogynie ou de la discrimination par rapport à le fait d'être dans un milieu un petit peu toxique. En fait, le milieu politique est un milieu qui est un peu difficile ou un peu toxique en soi. Et comment est-ce qu'on peut vraiment, on va dire, distinguer les deux et on va dire avancer en fait, peut-être en fait rendre le milieu moins toxique pour tout le monde aussi, tout en avançant sur la question spécifique des femmes. Votre question est excellente, Béatrice. Et d'abord, je vous félicite parce que vous avez un très très beau parcours. Vous n'empêcherez pas les gens d'être misogynes, d'être sexistes, d'être racistes, d'être LGBT-phobes. Vous ne pouvez pas. En fait, je vous laisse imaginer le nombre de discriminations que j'ai pu vivre dans ma vie. Et au début, ça me révoltait. Et je cherchais systématiquement à répondre, à me battre, à rétorquer, etc., etc. En fait, j'ai réalisé avec la maturité que ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que vous traciez votre chemin. Ce qui est important, c'est que vous soyez suffisamment solide, suffisamment dans vos compétences, que vous appreniez en permanence. En fait, ces gens-là, vous ne les ferez taire qu'en agissant et en leur montrant. Parce que les gens qui n'ont pas envie d'être convaincus,
les gens qui ont été élevés dans un environnement sexiste toxique. C'est extrêmement difficile de les changer. En revanche, si vous montrez par les actes, si vous montrez par les actions que vous menez, vos compétences, votre savoir-faire, je crois que c'est cette citation de oh mon Dieu, je l'ai sur le bout de la langue, qui dit ils s'habitueront, à vous regarder faire, ils s'habitueront. C'est René Char. C'est René Char qui disait qu'il faut... Voilà, René Char. En fait, les gens qui ont des a priori vis-à-vis des autres, souvent, ils ont ces a priori par ignorance ou par bêtise ou parfois ils sont même pas conscients du rejet qu'ils ont vis-à-vis des autres. Et ça demande beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de temps que de les convaincre les uns après les autres. Ce qui est important, c'est que vous vous convainquiez vous-même de vos capacités, de vos compétences et que vous avanciez et vous verrez que naturellement, les gens vous suivront parce qu'ils croiront en vous, parce qu'ils croiront en vos valeurs, parce qu'ils croiront en ce que vous portez. Merci Éléonore. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. J'aime beaucoup cette citation parce que, en fait, elle ne parle pas des autres. Elle parle de vous. On croit souvent qu'on avance en fonction des autres, mais en vérité, on doit toujours se mesurer par rapport à ce qu'on était hier, par rapport à ce qu'on osait faire hier, etc., etc. Il y a quelque temps, vous n'osiez pas vous présenter en tant qu'élu. Aujourd'hui, vous êtes une élue, vous continuez de réussir dans votre vie professionnelle, vous avancez. Peu importe que les gens croient en vous ou pas, du moment que vous croyez en vous, vous trouverez toujours des personnes qui croiront en vous. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup. Éléonore, si c'est OK, je peux intervenir. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vas-y, je t'en prie, Marie-Ange. Pour vos insights. Moi, je voulais déjà rebondir sur ce que vous aviez dit sur l'intériorisation des stéréotypes. Effectivement, je pense que ça reste très prégnant. Moi, j'ai fréquenté certains élus, notamment sous la dernière magistrature, notamment une élue qui s'était posé la question de se saisir de la question justement du prix et de la gratuité des produits d'hygiène féminine et donc de la précarité menstruelle, et puis qui assez rapidement, après avoir étudié le dossier c'est hors de question que je sois Madame Tampon dans l'hémicycle. Donc clairement, et ça avait été quelque chose qui m'avait frappée parce que c'était quelqu'un de plutôt jeune et qui avait vraiment cette vision intériorisée de comment est-ce qu'elle allait être perçue si elle se saisissait de sujets qui pourtant concernent, comme vous le disiez, 52% de la population française. De manière générale, je vais vous poser cette question qui était, pour vous, quels sont les grands chantiers à mener dans le prochain quinquennat sur l'égalité hommes-femmes et sur la représentation des femmes en politique. Et puis une autre question, c'est plutôt une réflexion personnelle. En préparant ce webinaire, on a réfléchi, notamment avec Éléonore, et on a constaté effectivement que grâce à La République En Marche et à ses partenaires, les femmes avaient fait une percée formidable au sein de l'Assemblée nationale. Mais que ça relevait beaucoup de l'astreinte que les partis politiques se mettaient, et il fallait le vouloir pour que ça se passe, et en effet, les lois de parité qui ont été mises en place en 2000 ont permis dans les instances où cette parité est obligatoire d'avoir autant d'hommes que de femmes, mais que ça reste, il y a toujours des stratégies de contournement importantes pour les instances où ces contraintes sont partielles, comme pour les députés et les législatives. Et je constate que dans le guide du Haut Conseil à l'égalité de 2019, il est préconisé de renforcer encore une fois ces sanctions financières sur lesquelles les partis qui ne présentent pas 50% de candidates, d'ailleurs présenter des candidates, ça ne veut pas dire avoir 50% d'élus, mais je constate également que c'est la deuxième fois depuis qu'elles ont été mises en place, ces sanctions financières, qu'on les augmente. Donc, est-ce que continuer d'augmenter ces sanctions financières est finalement une solution, ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres manières plus contraignantes d'appliquer cette parité? Voilà, donc c'était ces deux questions-là que je vais vous poser. Merci. Alors, je crois que appliquer la loi,
et sanctionner quand la loi n'est pas respectée, c'est important parce que sinon, ça sert à rien de voter les lois si elles ne sont pas appliquées. Donc, il faut le faire. Mais dans votre question, il y a la réponse. Est-ce que c'est suffisant? Évidemment non. Je vais vous donner une idée. La première loi pour l'égalité salariale à travail égal, salaire égal, elle date de 1972. En 2021, l'écart salarial entre les femmes et les hommes était encore de 16%. Donc non, la loi n'est pas suffisante. Avec la loi, il y a des questions d'éducation, il y a des questions de sensibilisation, il y a des questions comment dire, d'encouragement, de facilitation d'entrée dans la vie politique des femmes, parce que les difficultés que les femmes rencontrent pour entrer dans la vie politique sont les mêmes que celles qu'elles rencontrent dans leur vie professionnelle. Les femmes, à un moment ou un autre, s'arrêtent pour avoir des enfants. Et dans le monde politique, vous avez l'impression que quand vous vous arrêtez une semaine, c'est la fin du monde. Alors, imaginez pour avoir un enfant et pour l'élever correctement, ou en tout cas passer un peu de temps avec. Si on ne facilite pas l'entrée des femmes dans le monde politique par des lois, ou si on ne facilite pas l'arrivée dans le monde politique des femmes par du coaching, par du mentorat, si on ne facilite pas le mode de fonctionnement de la vie politique, et moi je vous le dis avec humilité, mes filles sont grandes, mais de temps en temps aujourd'hui je me dis mais comment j'aurais fait si elles étaient plus jeunes? Et je vois que vous êtes jeunes, mesdames, et parfois on n'a pas envie de faire le sacrifice de notre vie familiale pour notre vie professionnelle. Mais pourtant, il n'y a pas de fatalité. Ce sont des choses qui peuvent s'arranger, qui peuvent se préparer, qui peuvent s'anticiper. Et je trouve que au-delà des lois très volontaristes, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, comme je vous le disais, dans le mentorat, dans l'accompagnement, dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Et ça, c'est par l'éducation dans le plus jeune âge. Et puis, il y a une question de faciliter la vie des femmes en politique. C'est pas par pitié, c'est juste que mathématiquement, si les femmes ne peuvent pas combiner leur carrière et leur vie professionnelle, leur carrière et leur vie familiale, et qu'elles doivent faire des choix, soit à un moment donné, on va avoir un problème démographique dans notre pays, soit on se retrouvera dans ces situations où on n'a pas assez de femmes en politique, où on n'a pas assez de femmes dans les postes à responsabilité, parce qu'elles se disent qu'elles n'arrivent pas à jongler. Donc, je pense que la société est suffisamment équipée aujourd'hui pour faciliter la vie des femmes en politique. J'en suis intimement convaincue et je pense que les décisions qui ont été prises par le président de la République et par l'AREM vont dans la bonne direction et qu'il faut continuer dans cette direction. Après, vous m'avez parlé, je vais vous répondre sur la question des législatives. On a 224 femmes à l'Assemblée nationale. On avait 224 femmes à l'Assemblée nationale en 2017 contre 18,5%, si je ne vous dis pas de bêtises, en 2007. C'est colossal. Vous vous rendez compte? Le bond en avant. Donc, la volonté politique, elle est présente. Maintenant, comme on part de très, très loin, même avec les 34% actuels, on a l'impression que c'est pas suffisant. Et moi, je me réjouis d'une chose, c'est de l'impatience des nouvelles générations. Parce que les femmes de ma génération, soit n'osaient pas, soit se disaient « oulala, on a suffisamment obtenu, on va se faire toute petite dès fois qu'on nous retire ce qu'on a obtenu ». Et je pense que les générations d'aujourd'hui ne se posent pas de questions sur l'égalité de leurs compétences et de leur savoir-faire, et elles y vont. Et je pense que parfois, la société va plus vite que les politiques, et je crois que la société va forcer le destin, parce que, pardon, mais il n'y a aucune loi qu'on aurait pu voter qui aurait fait le tintamarre que MeToo a fait. Aucune. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à la libération de la parole des femmes, on s'est rendu compte que sur les 5 continents de la planète, les femmes subissent les mêmes violences sexistes et sexuelles, les mêmes discriminations, les mêmes inégalités. Ce qui fait que, et je pense à Béatrice en disant ça, j'étais à Washington la semaine dernière, mais j'étais à New York avant pour la CSW.
il y avait plus de 100 pays qui étaient présents pour parler de la situation des femmes dans le monde. Et guess what? Les problèmes des femmes sont exactement les mêmes partout sur la planète, nord, sud, est, ouest. Ça en dit long sur le chemin qui nous reste à parcourir. Et je peux vous dire que la France est l'un des pays les plus avancés sur la question. C'est vous dire comment certains pays sont en retard. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et vous avez raison, nous sommes impatientes et peut-être que c'est aussi une bonne chose. On va pousser les lignes, on va pousser les frontières. Et quand vous parlez des avancées sociales, on peut saluer par exemple le congé paternité. Oui. Finalement, les mentalités évoluent. Finalement, la charge des enfants moi, je dis charge, mais j'ai 2 enfants que j'adore et j'ai qu'une envie, c'est d'être avec eux. Donc, j'aime pas employer ce terme-là lorsque je pense à eux. Mais la responsabilité, le temps qu'on doit consacrer est finalement plus partagé aujourd'hui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'on va y arriver. Je sais que Laure a levé la main. Elle a une question peut-être très rapide à vous poser. Oui, bonsoir. Laure Thiébaut, suppléante du député sur la 3e circonscription du Doubs et vice-présidente de la communauté de communes. J'ai bien entendu votre message d'encouragement et je pense que ça réchauffe le cœur de plus d'une femme qui se lance en politique, parce que je trouve qu'on a encore trop tendance à venir nous chercher en accompagnement de quelqu'un et rarement à nous mettre en avant. Ma question, elle va concerner un peu la ruralité parce que Éléonore l'a rappelé, on a seulement 15 à 20% des femmes qui sont élues maires. La parité, c'est pour les villes et les villages de plus de 1000 habitants. Donc, parfois, dans la ruralité, on se sent un peu délaissé par rapport à cette question de l'égalité homme-femme. Donc, j'aimerais savoir, voilà, quelles solutions on aurait pour aller plus loin par rapport à ces femmes politiques qui veulent se mettre en avant, et notamment en ruralité. Merci pour votre question, Laure. Vous avez raison que sur tous les sujets d'inégalité en général, sur les zones rurales ou les territoires ultramarins, en fait, toutes les zones qui sont un peu plus éloignées, c'est toujours un peu plus compliqué parce que l'accès aux services d'accompagnement, comme la garde des enfants, par exemple, peut parfois être plus compliqué. Moi, je pense que d'abord, la loi, elle doit s'appliquer sur tout le territoire de la même manière. Il n'y a pas de raison pour que dans les zones rurales, ce soit plus compliqué. Je me déplace beaucoup, je me suis beaucoup déplacée et je peux vous dire que je rencontre aussi dans les zones rurales des femmes extraordinaires qui se sont lancées en politique. D'ailleurs, elles sont époustouflantes de résilience, de courage et de volonté. Mais les recettes, entre guillemets, ne sont pas différentes pour les femmes en zone rurale qu'elles le sont pour les femmes en zone urbaine. Vous pouvez habiter dans un quartier populaire et avoir autant de difficultés qu'une femme en zone rurale à trouver votre place. D'ailleurs, j'ai salué l'initiative de Michel Fournier lorsque je suis allée au congrès des maires ruraux de France. Ils avaient décidé l'année dernière de mettre en avant la question de la place des femmes dans la société et en politique en particulier. Et l'idée, j'en reviens, pardon, je me répète, mais faciliter l'approche des femmes en politique, aller les chercher, parce que souvent, elles n'osent pas. Il faut souvent aller davantage chercher les femmes que les hommes. Et il ne faut pas que les femmes soient gênées qu'on vienne les chercher et qu'elles se disent « Oh là là, mais on vient me chercher parce qu'on a besoin de parité. Oh là là, dans le public, on va parler de parité. Dans le privé, on va parler de quotas. » C'est pas grave parce que le problème, c'est qu'on part de tellement loin et qu'il y a tellement de freins que la seule manière de briser ces plafonds de verre, c'est d'aller chercher ces femmes qui sont talentueuses, qui sont capables, mais qui n'osent pas. Donc, je pense, Laure, que les solutions sont les mêmes, mais peut-être avec un coup d'accélérateur dans les zones rurales, parce qu'elles osent encore moins, parce qu'elles sont encore plus noyées par les questions domestiques, par le travail, etc. Et on a, je pense que vous avez entendu parler de ce sujet de baisser le seuil pour les zones rurales en dessous de 1000 habitants, et on en a parlé notamment au Parlement, et je pense qu'on va finir par avancer là-dessus parce qu'on est bien conscient que dans les zones rurales, il y a des problématiques qu'il n'y a pas dans les zones urbaines, et ça prend plus de temps, mais je crois qu'il faudra imposer les mêmes obligations tout en les adaptant aux territoires sur lesquels elles se passent. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va peut-être passer la parole à Julie
qui est animatrice au Chili. Oui, bonjour, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Merci pour cette opportunité. Merci Madame la Ministre. C'est un honneur d'être là. J'avais vu votre conférence que vous aviez donnée dans le cadre des élections consulaires l'an dernier. C'est toujours très inspirant. Et justement, alors je ne sais pas si c'est lié à un contexte spécifique français de l'étranger, mais je trouve qu'en tout cas, on vit un désamour de l'engagement politique en ce moment, ou depuis plusieurs années. On avait vu d'ailleurs aux dernières élections consulaires l'an dernier la multiplication des listes dites indépendantes, où beaucoup n'osent plus afficher d'étiquettes politiques. Or, les partis politiques sont une condition au fonctionnement de la démocratie et on en a besoin pour renforcer des démocraties, et on le sait, qui sont de nos jours plus que jamais en danger. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à faire sur ce travail pour régénérer l'amour de nos concitoyens, l'engagement de nos concitoyens vis-à-vis de la politique au sens noble du terme, de l'engagement pour le bien public, et justement générer des vocations chez les femmes qui bien souvent, et comme le disait Béatrice aussi, ne se sentent pas légitimes. Et moi, si La République En Marche n'était pas venue me chercher il y a 2 ans, je pense que je ne serais jamais rentrée en politique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là pour faire rejoindre ces deux aspects? Merci Julie, merci beaucoup pour vos mots et votre question est excellente. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique. C'est paradoxal, c'est parce que je trouve qu'il y a effectivement un désintérêt et un désengagement. Je dirais même pas désintérêt parce que en fait, les gens s'engagent, mais ils s'engagent différemment. Je pense que nous sommes tous et toutes conscients que le monde est dans une mutation extraordinaire. Il y a une transformation importante qui est en cours et ça ne concerne pas que la France. Hein. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis sous l'ère Trump. On voit le populisme qui surgit partout dans des pays auxquels on ne se serait pas attendu, dans lesquels on aurait espéré d'autres développements. Et je crois que parce que le monde est en train de changer, les gens attendent que l'on fasse de la politique différemment. Or, la manière dont on fait la politique aujourd'hui n'est pas loin de celle dont on faisait la politique sous la 3e ou la 4e République, il faut le reconnaître. Le monde a fondamentalement changé, mais notre manière de faire de la politique reste la même. Et c'est pour ça que je salue l'initiative du président de la République. Vous savez combien il aime les grands débats, combien il aime aller dans l'arène et parler avec les gens. Eh ben moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Si on veut reconnecter avec la politique, il faut être là où les gens sont et il faut parler vrai et il faut dire ce que nous sommes capables de faire, ne pas faire des promesses que nous ne sommes pas capables de tenir, parce que c'est ça qui fait que la confiance se délite avec le temps. Et je crois que les femmes sont en permanence en recherche de sens. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des femmes qui ont entrepris qui ont décidé de se lancer dans leur aventure professionnelle personnelle, elles me disaient, mais j'ai quitté l'entreprise parce que ce que je faisais n'avait plus de sens et je voulais donner du sens à ma vie. Et dans ce monde post-Covid où on a été tellement vulnérable, beaucoup de gens se disent, mais en fait, j'ai envie de vivre différemment et j'ai envie de donner du sens à chaque chose que je fais. Et mon Dieu, que la politique donne du sens à notre vie, parce que la politique impacte chaque chose que nous faisons dans la vie. Souvent, les journalistes me disent, mais Madame Moreno, si vous compariez ce que vous faisiez dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise et ce que vous faites aujourd'hui en politique, je leur réponds, mais jamais je n'ai eu l'honneur de servir un pays. Jamais je ne me suis rendu compte que, en prenant les bonnes décisions politiques, je pouvais sauver des vies. Dans le monde de l'entreprise, ça n'arrive pas, enfin, sauf si vous êtes médecin ou j'en passe et des meilleurs. Donc, en vérité, je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la politique. C'est un axe majeur
de la démocratie. Sans politique, la démocratie n'existe pas. Mais il faut que nous adaptions la politique à la société d'aujourd'hui. Il faut que nous soyons beaucoup plus proches de nos concitoyens. Le président de la République, quand je l'ai rencontré la première fois où nous nous sommes rencontrés, il m'a dit « Je vous veux sur le terrain ». Et c'est fou quand je vais sur le terrain, les discussions que j'ai avec les gens, et vous aussi, j'en suis certaine, c'est là que vous trouvez l'inspiration, c'est là que vous trouvez du sens, et c'est là que vous vous sentez utile. Quand les journalistes me demandent si j'aime la politique, je leur réponds que j'adore la politique et je déteste la politique politicienne. Vous savez, c'est quand c'est « Ah, moi je suis plus forte, je suis plus intelligent. Oh, bah, ah non, je vais être le premier à dire ça. » Mais je déteste ça. Parce que les gens ne nous élisent pas, ils ne nous choisissent pas pour ça. La politique, c'est la chose publique, c'est la res publica, c'est noble, c'est profond. Se lever le matin en vous disant que vous servez votre pays et que vous faites tout ce que vous pouvez pour le rendre meilleur, il n'y a rien qui donne plus de sens à la vie. Et les femmes ont leur place dans cet espace parce que, encore une fois, elles ont un regard différent des choses. Elles ont un regard qui est... Les femmes et les hommes ont un regard différent sur la vie, sur la société, sur la manière dont les choses se passent, sur la manière dont elles devraient se passer. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, un monde qui fonctionne correctement, c'est un monde d'harmonie. Un monde d'harmonie, c'est un monde équilibré. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a ni harmonie ni équilibre. Puisque les hommes nous ont montré ce dont ils étaient capables, et ben peut-être qu'on peut essayer de voir ce que les femmes ont apporté, équilibré, et c'est pas plus de pouvoir pour les hommes ou plus de pouvoir pour les femmes, c'est équilibre. Et peut-être qu'on arrivera à faire en sorte que le monde aille mieux qu'il ne va aujourd'hui. On ne peut pas accepter qu'on ait une COP 26 ou 27 de laquelle on ressorte bredouille alors qu'on sait dans quel état est notre planète. Ça n'est pas possible, on ne peut plus l'accepter. On ne peut pas accepter que 95% des richesses planétaires soient entre les mains d'à peine 10% de la population mondiale. On va dans le mur. On ne peut pas accepter qu'un homme se lève un matin et qu'il décide qu'il va envahir un pays avec des prétextes fallacieux. C'est pas possible. Donc, il est temps que la politique change et peut-être qu'on redonnera confiance à nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Après ce que vous venez de dire, c'est difficile de poser des questions terre à terre et je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Malheureusement, on n'a pas tout le temps qu'on voudrait avec vous, mais quand on vous entend, on se dit on va s'engager, il faut s'engager finalement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a besoin de vous, on a besoin de vous, Éléonore. On a besoin des femmes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup des sujets concernant les femmes auraient émergé il y a des décennies s'il y avait eu plus de femmes en politique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais même dans le monde de l'entreprise. Souvenez-vous de cet exemple dans l'automobile, où on a constaté qu'il y avait, que dans les accidents de voiture, il y a beaucoup plus de femmes qui meurent que les hommes. C'était il y a longtemps, hein, parce que bon. Ben pourquoi? Parce que les ingénieurs étaient majoritairement des hommes et parce que les airbags n'étaient pas adaptés à la poitrine des femmes et parce que les tests qui étaient faits, les tests crash étaient faits aussi sur des mannequins masculins. C'est stupide, mais c'est la vérité. Et vous prenez les sciences, les technologies, les mathématiques, l'ingénierie qui vont diriger le monde de demain. Si on n'a que 30% de femmes dans les STEM, mais comment est-ce qu'on va rendre ces sujets équilibrés? On a besoin des femmes partout et dans tous les axes de la société. Merci Madame la Ministre. On va faire un peu d'humour parce qu'on est comme ça à La République En Marche. On va quand même faire un petit quota homme. On n'a été que des femmes à parler. Donc on va prendre une petite question et on va la donner à un homme. Alors vraiment, moi je vois le nombre de questions que j'ai, de mains qui se lèvent. Tout le monde veut parler avec vous. Je pense que vous êtes inspirante. Il y a Thomas Esdel qui est là. Je pense que c'est important aussi que des hommes puissent vous poser des questions. Merci Éléonore, merci Marie-Ange. Merci Madame la Ministre, merci en effet pour ces propos particulièrement inspirants. Vous mettez le doigt vraiment sur un déséquilibre fondamental, même au sein de nos sociétés dites occidentales. Je voulais revenir sur la notion de l'engagement des femmes en politique et de la participation à la chose publique, comme vous disiez, la res publica, parce que c'est vrai que c'est très important.
souvent, on entend dire que un des principaux écueils auxquels font face les femmes, c'est le rapport au temps. Le fait que faire de la politique, s'engager politiquement, c'est chronophage, c'est souvent le soir, c'est souvent les week-ends, c'est typiquement les moments où les gens sont disponibles pour faire de la politique ou écouter, suivre un discours, participer à une réunion comme celle-ci. Et c'est vrai que voilà, le modèle social dominant encore, on connaît bien, c'est plutôt la femme qui a plutôt tendance à avoir la charge mentale, à s'occuper des enfants, du foyer. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas essayer Éléonore et Marianne, je parlais de discrimination positive tout à l'heure, mais d'avoir des mécanismes qui seraient incitatifs, mais pour les conjoints, que ce soit une femme d'ailleurs ou un homme, hein, parce qu'on sait que l'engagement politique, enfin, en tout cas les élus, reçoivent une rémunération. Donc, on pourrait imaginer que ça peut permettre de parer, faire payer une nounou, etc. Mais dans la vraie vie, en fait, souvent, l'engagement politique, il est totalement pro bono. Il ne donne pas lieu à rémunération. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les 5 ans qui viennent, il y a un projet, une proposition de type législative qui arriverait et qui peut-être permettrait de trouver une solution, une sortie par le haut à ce problème, en fait, en finalement offrant une solution au conjoint ou à la conjointe qui reste à la maison, en fait. Voilà. C'est Merci. une excellente question, Thomas. En vérité, quand on a doublé le congé paternité, c'était l'une des raisons. C'est-à-dire que qu'un employeur, ou que ce soit dans le public ou dans le privé, ne puisse pas dire « Ah ben non, je ne vais pas recruter cette jeune femme de 30 ans parce qu'elle risque de me faire un bébé et de me claquer entre les doigts. » Ben non, la jeune femme partira peut-être, mais monsieur partira aussi. Donc, on équilibre un peu et on essaye de… Et vous avez raison de souligner que la charge mentale, elle pèse encore très largement sur les femmes. Moi, je crois beaucoup à l'éducation sur ces sujets-là. Je crois beaucoup à la sensibilisation parce que, je vous le disais tout à l'heure, je crois que les lois ne font pas tout. Vous disiez dans votre commentaire sortir par le haut, mais les incentives ou les quotas, il y en a qui vont vous dire que c'est sortir par le bas. Ils vont vous dire oui, on va pas mettre des quotas partout. Et il y a même, là encore, il y a un candidat qui a dit qu'il reviendrait, le même d'ailleurs, hein, toujours le plus intelligent du monde, qui a dit qu'il reviendrait sur les règles de parité si jamais il était élu. Bah oui, il a qu'à revenir sur le droit de vote des femmes aussi. Hein, non mais bien sûr, tant qu'on y est. Donc en vérité, moi je pense que la mobilisation des députés de la majorité a vraiment été très très forte pendant ce quinquennat. J'ai travaillé avec la délégation des droits des femmes, avec Marie-Pierre Hixin, et je peux vous dire, il y avait des femmes et il y avait des hommes, et ça m'a réjoui, parce que tant qu'on considérera que les questions d'égalité femmes-hommes, ce ne sont que des questions de nana, on n'y arrivera pas. Hein. On n'y arrivera pas. Moi, ma bataille, c'est de faire en sorte que les hommes se sentent impliqués, pas seulement les hommes qui ont des filles, hein, mais aussi les hommes qui considèrent que les questions d'égalité qui sont au cœur de notre pacte républicain, elles doivent s'adresser à tous. Et j'ai toute confiance dans nos parlementaires, ceux avec lesquels j'ai travaillé, pour faire des propositions qui pourraient leur être soufflées par des personnes intelligentes et brillantes. Donc, moi, je crois que toutes les idées, d'où qu'elles viennent, sont les bienvenues parce qu'on a encore un long chemin sur cette question. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Éléonore pour clôturer cette session avec toutes nos excuses pour les questions qui n'auront pas pu être relayées, que je vous invite à nous envoyer par email. Merci. Merci Marie-Ange. Moi, je vais vraiment rien dire et je ne vais pas prendre plus de votre temps. Sinon, saluer toutes les personnes qui se sont connectées, des élus, des militantes, des représentantes. J'ai Marlène Colette, par exemple, qui voulait intervenir. J'ai Catherine Pascal, qui est aussi élue en Égypte. En fait, on aurait voulu faire une grande conversation, s'asseoir autour d'une table et vous dire, Madame la Ministre, regardez, on veut s'engager, on veut s'investir, on veut savoir comment faire. Il y a encore des freins
parfois les freins viennent de nous, parfois on a l'impression qu'ils viennent de nous, mais en réalité, ils sont en nous et on aimerait pouvoir s'en débarrasser. On aimerait pouvoir faire autrement, on aimerait ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, ne pas avoir ces freins qui sont réels, parfois économiques, parfois temporels. Et en fait, pour nous élus, pour nous militantes, pour nous sympathisantes ou tout simplement femmes qui nous intéressons à la chose publique, qui comme vous sommes outrées de voir que des pays sont envahis et qu'on parle de guerre au XXIe siècle, qui comme vous sommes complètement démunis par rapport au changement climatique et en même temps avons envie de retrousser nos manches et de nous dire il est temps de faire quelque chose collectivement. Il est temps de pas simplement regarder notre sphère privée, notre sphère professionnelle, mais d'aller vers les autres, parce que finalement c'est ça aussi la politique, c'est aller vers les autres et s'intéresser à son prochain, vraiment collectivement et au nom de toutes celles qui voulaient témoigner directement et qui malheureusement n'ont pas pu pour le temps, un immense merci du fond du cœur pour votre engagement, pour votre inspiration et pour votre temps ce soir à nos côtés et votre engagement auprès des FDE. Merci beaucoup. Merci pour vos mots, chère Éléonore, et merci à vous et à Marie-Ange d'avoir organisé cet échange. Moi, je veux juste vous dire une chose. Nous avons besoin de vous. Je ne vous parle pas des politiques, je ne vous parle pas de la REM. Bien sûr que la REM a besoin de vous, bien sûr que le président de la République a besoin de vous, mais la société a besoin des femmes, pas les femmes victimes, des femmes qui assument leur force, des femmes qui assument d'avoir des idées, des femmes qui assument de vouloir prendre les rênes. N'oubliez pas que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si vous êtes convaincu que vous avez des choses à apporter à ce monde, et moi je suis convaincue que les femmes n'ont pas encore apporté la moitié de ce qu'elles sont capables d'apporter à ce monde, prenez les choses en main. Je sais que c'est pas facile, croyez-moi mesdames, je sais combien c'est difficile, mais tout ce qui vaut la peine est difficile. Si c'est trop facile, c'est que vous ne mettez pas la barre suffisamment haut. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour rendre ce monde meilleur pour vous et pour les enfants que vous avez ou que vous aurez ou que vous n'aurez pas, mais pour les nièces et les cousines et les tantes et tout ce que vous voudrez. Mais prenez votre place. Le monde a besoin de la voix des femmes. Merci beaucoup pour votre écoute et pour cette discussion animée. Prenez soin de vous et allez au combat. Vous êtes autant capables, voire parfois plus capables que certains hommes. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée, merci Au revoir. infiniment.